Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine de Palisade en compagnie du président de la CAIH, Daniel Bouffano. Bonjour. Bonjour. Alors, tout jeune président, on va parcourir, on va découvrir votre parcours et comme le veut la tradition de cette émission. Daniel, à quel endroit êtes-vous né? Quel jour, quel mois? À Milan, le 27 octobre 1986. Donc, les premières années se passent à Milan. Quels souvenirs Mhm. vous gardez? À partir de quand émergent les premiers souvenirs? Alors, Milan, je pense que c'est la crèche. J'ai de petits souvenirs des crèches il y a un Pierre Capone, il s'appelait. Et c'était un endroit c'était une crèche dans un parc. Je garde encore un copain de cette époque-là, figurez-vous, qui d'ailleurs est venu me trouver ici sur l'île la semaine dernière. Donc j'ai quelques souvenirs de cette époque-là. Et après Milan, c'était une voie avec des arbres pas loin de la maison. C'était ça, les tout premiers souvenirs de cette Les époque-là, toutes je pense. premières images qui se construisent, ce Ouais, sont celles-là. si je pense, sans avoir préparé, du coup, c'est celle-là. Cette crèche et puis ensuite l'école qui arrive. Mhm. Quel petit garçon étiez-vous? Je pense un petit garçon très actif, un peu plein d'énergie à canaliser. Je faisais plein de sports, je faisais plein de choses différentes. J'étais inarrêtable. Et je pense qu'à la maison, j'étais relativement sage. J'allais vous dire plein de sport, plein de bêtises aussi. Ouais, non, pas trop de bêtises. C'est pas trop ma marque de fabrique, la bêtise. C'est plutôt le débordant d'énergie. J'ai lancé, je faisais milliards de choses à la fois, mais la bêtise, pas trop. C'est pas trop moi. Sage à la maison et espiègle à l'extérieur. Espiègle? Sage à la maison, agité. Non, ouais, pas trop. Sportif. Mais tout aussi énergétique à la maison, je pense, hein. Je pense que mes parents, ils ont vécu de sacrés quarts d'heure, mais pas dans la bêtise. Toujours dans cette énergie folle qu'il fallait recadrer et recentrer, redirectionner. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes un enfant unique ou vous êtes issu, vous Non, avez des j'ai frères? une petite sœur. Donc, maintenant, elle a 2-3 ans moins que moi, 3 ans moins que moi. Et donc, on a grandi ensemble. Et donc, ça, évidemment, c'est toujours rigolo à la maison. D'être deux, c'est toujours mieux. Et après, évidemment, on a grandi comme frères et sœurs. Donc, une fois, on allait d'amour d'accord. La fois d'après, on s'est tapé des sous. Mais ça, on garde aujourd'hui une très, très bonne relation. C'est ce qui fait la fratrie. Exactement. Donc l'école arrive, l'école primaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous étiez plutôt cours de récréation ou vraiment sur les bancs de classe? Non, non, c'est plutôt cours de récréation. C'est une époque où, pareil, j'ai commencé à faire un peu de sport organisé. Donc, je me rappelle, on jouait au foot dans la cour de avec des récréations avec des balles en papier, avec du scotch. Je sais pas pourquoi, si les ballons n'étaient pas admis, donc on cherchait des Vous aviez moyens trouvé alternatifs. une... J'avais commencé à jouer aux échecs à cette époque-là, et peu après au basket. Donc c'est un peu c'est les trois choses qui reviennent souvent après, que j'ai repris à plusieurs reprises. C'est ces trois, allez, sports, si on considère les échecs dans le domaine du sport. Il paraît que c'en est un. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me permettais de Puisqu'il l'inclure. faut même un certificat médical Ah oui, pour faire la pratique des échecs en club. Aussi voilà. bizarre que cela puisse paraître. Donc, les échecs, le Mhm. foot et le basket. Ça, c'est le départ, ouais. Beaucoup de natation. Et après, j'ai fait, en grandissant, je vais peut-être un peu vite, mais j'ai fait un millier de sports. J'ai fait du tir à l'arc, de l'escalade sportive, j'ai fait du water polo, du basket, du foot, du tennis, beaucoup de tennis. Donc, en fait, je faisais tous les ans, j'essayais de m'inscrire à un sport ou deux. Et en fait, j'avais toujours envie d'en faire plus, d'en connaître plus. Et encore une fois, cette énergie débordante, ça m'a toujours accompagné. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'enlever les piles? Non, ça m'est jamais pas encore arrivé. Parfois, je dors beaucoup, mais c'est tout, hein. Donc, merci beaucoup, Daniel. On va vous retrouver demain pour parler de votre adolescence, des années collège, des années lycée aussi. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité Daniel Bouffano. Bonjour. Bonjour. Le président de la CAIH, ou donc la bougeotte. On ne s'arrête jamais. Quand on arrive au collège et au lycée, est-ce qu'on est toujours aussi sportif? Est-ce qu'on est toujours aussi actif? Voire plus. Tout à fait. Donc, je commence. Là, j'ai les premiers souvenirs de il faut s'arrêter pour étudier un peu. Je me rappelle mes professeurs qui me reprochaient de pas en faire assez.
J'ai réussissais pourtant assez bien l'école, mais comme je faisais trop d'activités annexes, ils étaient convaincus que je pouvais faire plus. Et moi, j'avais juste pas envie de faire plus. J'avais envie de continuer sur cette lancée-là. Vous aviez d'autres passions à vivre finalement que l'école. Ah, largement, ouais, bien Ouais. sûr. Il y avait une matière à l'école quand même que vous préfériez. J'ai toujours été un peu plus scientifique que littéral. Donc, j'ai fait un bac S, enfin l'équivalent d'un bac S en France. Mais oui, du coup, je dirais plutôt les maths, la physique, la science. Quand on est ado, il y a le sport, il y a les copains, les sorties, les filles. Bien sûr. Tout Ouais. ça a suivi son Tout cours ça a naturel. suivi son cours Bien naturellement. sûr. Est-ce que vous étiez, de ce point de vue-là, autant attiré par ça que par le sport? Qu'est-ce qui prenait le plus de temps? Mais je pense que c'était un peu un tiers, un tiers, un tiers. Il y avait ma vie d'étudiant, il y avait ma vie sociale avec les amis et les copines, et après il y avait le sport. Mais le sport et les activités prenaient beaucoup de temps, même plus que les sorties. Donc j'ai commencé à sortir relativement tard. Donc l'adolescence pour moi c'est pas les sorties, c'est plutôt les copains, les amis, les copines, les premières copines, et toujours l'activité quoi. Vous avez commencé à sortir relativement tard, c'est-à-dire? Bah, fin du lycée, j'ai commencé vraiment à apprécier de rester dehors tard, de faire des soirées. Je me suis rattrapé dans la vie, je pense, mais au départ, c'était pas trop ma priorité. Après, en vivant dans une grande ville comme Milan, c'est toujours difficile de gagner cette autonomie. Donc, moi, je regagnais cette autonomie quand j'allais à l'été sur la côte, pas loin de Gênes, dans un petit village. Et du coup, dans le petit village, on pouvait sortir. Et du coup, c'est comme ça qu'après j'ai commencé à sortir et même que la famille s'est habituée à me voir sortir les soirs Au tard. début, vous aviez des parents plutôt stricts ou pas du tout? Non, pas trop strict, mais encore une fois, comme j'étais relativement sage, je pense qu'ils n'ont jamais eu occasion de devoir me recadrer sérieusement. Donc ça s'est fait naturellement, j'ai toujours assez respecté les règles et du coup, bah, il n'y a pas eu besoin d'être strict, je pense. Les premières copines, vous étiez plutôt timide, plutôt entreprenant? Non, plutôt timide, toujours été timide. Ouais. C'est plus celles qui venaient vers vous? Non, j'irai pas jusque-là. Mais c'était plutôt des copines enfin des amis, des connaissances qui après deviennent des copines plutôt que des rencontres euh, d'une soirée ou des rencontres d'un après-midi qui s'est transformé dans des histoires. Donc, vous arrivez, le lycée, les matières scientifiques, et là, vous savez ce que vous voulez faire ou pas du tout? Vous êtes encore très pris par votre passion du sport. Je sais toujours pas ce que je veux faire une fois que je grandirai. Euh, j'ai voulu garder les portes ouvertes. Donc, mon choix d'universitaire, ça s'est fait dans cette direction-là. J'ai essayé de garder ou de faire des études qui me permettaient de continuer, en fait, à envisager plusieurs options. Qu'est-ce que vous avez suivi comme étude? J'ai fait une école de commerce qui s'appelle Bocconi. Donc, c'est l'équivalent d'une grande école de commerce en Italie. Et j'ai fait une spécialisation, donc le bac plus 5 en marketing. Euh, et avec l'école, j'ai eu l'occasion de partir au Portugal et aux États-Unis. Donc c'était très intéressant. Et pareil, c'est une formation qui laisse la porte très ouverte. Le marketing et le business, globalement, c'est quelque chose dont on a besoin dans tous les métiers, et donc dans tous les secteurs. Et du coup, la preuve, j'ai eu l'occasion de travailler dans des secteurs très différents dans ma vie. Et donc, je suis toujours très curieux. Et donc, c'est un peu cette curiosité qui m'a amené et à faire de nombreux sports quand j'étais jeune, petit, et à voyager et à essayer de différentes aventures professionnelles au même de vie, parce que c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Paris il y a une dizaine d'années. Alors, on va parler de cette arrivée à Paris et de votre autre vie finalement, mais ces déplacements durant vos études, qu'est-ce que vous en avez retenu? Bah, les premiers, c'était Lisbonne, c'était fantastique. J'ai essayé d'apprendre un peu le portugais. C'est pas resté grand-chose, je pense. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'était la première fois où je vivais seul, loin de la maison. Donc, du coup, vraiment fantastique. Là, on vit avec les copains, on vit dehors, on sort. Il y a les filles, le sport, on oublie complètement parce que ben, on n'a pas trop le temps.
Donc c'est une expérience, une parenthèse courte, rapide, très intense, que je garde un super souvenir. Et après, les États-Unis, c'était un peu pareil, dans un cadre complètement différent. Je suis beaucoup plus méditerranéen que non américain dans mon sang. Donc les États-Unis, beaucoup plus tranquille comme typologie d'expérience. Euh, mais c'est finalement là que j'ai rencontré celle qui aujourd'hui est ma femme. Donc au contraire, je regrette absolument pas de cette D'être aventure. parti aux États-Unis. Ouais. On va parler justement de cette rencontre dès demain. On vous retrouve à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, Palisa, avec Daniel Bouffano. Bonjour. Bonjour. Président de la CIH, où donc ses voyages pour ses études aux États-Unis. Et aux États-Unis, il se passe une rencontre. Absolument. Donc je rencontre Antoine qui était une fille qui faisait son année de césure à cette époque. Et moi, je validais mon dernier semestre d'études et on vivait dans le même immeuble. Et donc, on s'est rapprochés à cette époque-là. Et après, on a fait quelques vacances ensemble. Et au bout d'un an environ de vie à distance, j'ai décidé de monter à Paris pour essayer de voir comment ça s'est passé avec cette fille. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'était il y a 13 ans, 12-13 ans, c'était en 2010-2011. Donc, les premières années de vie commune se passent à Paris. Les premières années, oui, absolument. On était dans les tout débuts de nos vies professionnelles respectives. Et donc c'est des années très drôles, très intenses. On a un bon groupe de copains, on sort pas mal. Donc c'est là que j'ai rattrapé les retards que j'avais pris en adolescence, je pense. Donc période fantastique. Moi, je suis un citadin, on disait tout à l'heure. Donc j'arrive de Milan, je suis habitué à vivre la ville. Donc je passe ce manque que je pourrais ressentir aujourd'hui pour autant de la mer, de la montagne et de la nature. Je suis bien dans Paris, dans la pierre parisienne, dans sa beauté, dans la pluie, dans le mauvais temps. Limite, je supporte même bien les métros à l'époque. C'est sûr que ça a dû vous changer en arrivant en Ouais, Corse. clairement. Ouais. Mais c'était... Vous étiez déjà venu en Corse avant de rencontrer Antoine? Alors oui, il y a des photos de moi à 1 an à Nantes avec mes parents. Donc on avait fait un grand tour avec mes parents. Donc oui, j'étais certainement déjà venu quand j'étais tout petit. Mais vous ne vous en rappeliez pas. Non, j'ai cette photo mythique qui est accrochée à la maison de mes parents, mais sinon non, j'avais pas de souvenir particulier. Donc, cette vie à Paris, cette première expérience, ce début d'expérience professionnelle, dans quel domaine? J'ai démarré dans les conseils et dans l'environnement. Donc les conseils, c'est toujours ce côté curieux qu'on avait évoqué ensemble. Le conseil permet de travailler pour plusieurs boîtes, plusieurs sociétés à la même fois. Donc le sujet d'expertise, c'est l'environnement, c'est un peu la passion. Je pense qu'on est un tournant de notre époque et donc j'ai toujours envie de me battre pour des thématiques qui me sont chères. Et sur ces thématiques, ma femme a été des très bons conseils et une très bonne oreille. Même c'est elle qui m'a aidé à construire disons, professionnaliser cette passion, parce que là, c'est la sienne également. Donc, c'était une vraie source d'inspiration pour moi. Et les conseils, en fait, c'est quelque chose qui permet d'épanouir un peu cette curiosité. Donc, j'ai une première expérience dans une toute petite société, une deuxième expérience dans une société beaucoup plus grosse, toujours en conseil, toujours en environnement. Et après, j'arrive dans un grand groupe du CAC 40, et c'est en industrie, donc encore une fois, toute une nouvelle expérience très différente. Et c'est ces 5 dernières années dans lesquelles professionnellement j'ai beaucoup, beaucoup grandi. J'ai été exposé, j'ai pu prendre une ampleur très différente et donc structurer, donc vivre de l'intérieur. Tous les conseils que j'ai donnés à l'extérieur, j'ai pu les prendre et commencer à construire moi-même la vision que j'avais pour la boîte en question. Et donc ça, je pense que c'est une expérience qu'aujourd'hui je considère cruciale dans ma formation professionnelle. Justement, comment est-ce qu'on les applique, ces conseils? Parce que ce sont entre Deux un mondes grand différents. groupe, Ouais. deux mondes complètement Complètement différents. différents. Ouais. Bien sûr, en fait, quand on est dans les conseils, on a la naïveté de croire que tout est simple et atteignable. Suffit d'y réfléchir.
Et en fait, une fois qu'on se trouve de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que bah, la partie des réflexions est très simple et rapide. Les déploiements, c'est là où on trouve des vrais challenges, où on trouve des vraies complexités, où on a des barrières de tous les côtés et on s'y attendait pas forcément. Et donc, c'est pour ça que professionnellement, ça m'a fait grandir, je pense, 2 fois plus cette dernière expérience. C'est parce que je me suis trouvé face à des complexités que je ne connaissais pas avant, avec des contraintes de résultats, parce que même en environnement, on a des contraintes de résultats, donc c'est comme ça qu'on a évolué. Du coup, c'est vraiment il y a un aspect politique très fort, interne, très interne, mais un aspect politique, un aspect de networking, la compréhension de là où sont prises les décisions et comment faciliter le passage de différents challenges à lesquels on fait face. Vous êtes sorti de l'idéal pour arriver dans le concret. Par exemple, exactement, ouais, c'est très bien formulé. Merci beaucoup. À demain. À demain. C'était une volonté de longue date, surtout de la part d'Antoine, qui est du coup très attaché à Lille, parce que, bon, évidemment, toute sa famille est d'ici, elle a un historique ici. Pour moi, ce n'était pas une priorité, surtout parce que j'étais plutôt encadré dans un parcours professionnel, disons, classique. On sort de la grande école, on rentre dans la société, on commence à faire un peu de carrière. Et après, les choses se sont accélérées, je pense, avec l'arrivée de nos 2 filles, où j'ai commencé à me rendre compte qu'on avait d'autres priorités dans la vie. Du coup, l'aspect professionnel passe un tout petit peu en deuxième plan et l'aspect familial passe plutôt devant. Encore qu'aujourd'hui, Encore qu'aujourd'hui, on ne encore sait plus trop si qu'aujourd'hui, c'est vrai, quoi. il faut rechercher l'équilibre, mais l'idée à la base, c'est ça. Et donc de permettre aux petites de grandir et d'avoir un cadre d'enfance et petite enfance et même plus tard qui soit apaisé, agréable, où on peut être épaulé par la famille qui est proche de nous et nos proches et tout un contexte beaucoup plus, disons, euh, tranquille, calme, moins stressant. Donc pour nous, jeunes parents, et pour nos filles aussi. Quel papa êtes-vous? Moi, je suis un papa gaga, donc moi, mes filles font la Elles loi ont à la quel maison. âge? 2 et 4 ans. Donc mes 2 filles font la loi à la maison, à peu près. Moi, j'essaie je suis très présent, j'essaie de partager, disons, la vie des familles avec Antoine, avec ma femme, et notamment tout ce qui concerne les filles. J'adore passer du temps avec eux. Pour moi, c'est ma vraie priorité, c'est de passer du temps avec les filles, de m'amuser avec elles, de leur faire passer des bons moments, euh, de les faire grandir, de les voir grandir. Donc je pense que c'est une joie. Évidemment, on dort un peu moins, on a des contraintes, on sort un peu moins, on fait un peu moins ce qu'on aimerait bien faire, ou ce qu'on faisait avant, ce qu'on a connu avant. Donc l'époque parisienne est justement révolue. Mais ici, on rentre dans une autre phase où en fait, les enfants de cet âge-là, c'est une joie sans fin. Et donc, c'est une des plus grandes sources de joie aujourd'hui, c'est mes 2 filles. Donc, j'essaie d'y dédier les justes temps pour en profiter Un pleinement. papa gaga, d'autant plus avec 2 filles. Ouais, en plus avec 2 filles. Ouais. Donc, vous passez du temps. Vous avez peut-être découvert aussi un autre univers, un univers plus rural, un univers de balade, un univers... Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Maintenant, ça fait 1 an qu'on est installé à Ajaccio. Donc, petit à petit, on prend la mesure des choses, mais c'est extrêmement facile d'aller faire un week-end au village. Les week-ends à la plage, on n'en peut plus de la plage. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce en stade-là, avoir marre à ce en avoir point-là de la marre de la plage. plage. Moi, de bon citadin, j'ai Des toujours week-ends dit à que... Paris, peut-être, ou à Milan. Exactement. Maintenant, ça se fait plutôt à l'inverse. Mais du coup, c'est un cadre fantastique. Dès qu'on a le temps de ralentir un peu et relever les yeux, euh, je pense qu'on vit de notre plénitude. Donc, ça, c'est fantastique et il faut se rappeler toujours. Alors, vous êtes rattrapé forcément par le temps et par vos fonctions de président de la CAIH. Tout ça, Oui. on fait descendre un peu de votre petit nuage. Non, oui, complètement. En fait, c'est un métier que je découvre. C'est un défi énorme. Donc, pour moi, de m'intégrer correctement dans une structure qui fonctionne, d'aller
essayer d'améliorer des petites choses avec mon passé, mon expérience, une structure un peu différente que je connais. Mais en même temps, du coup, la difficulté, c'est qu'il y a deux temps qui sont très différents. Il y a le temps de l'urgence, parce qu'en fait, le foot n'a pas de pitié, donc les temps se mesurent sur la longueur d'une saison. Donc, que ce soit d'un point de vue sportif, financier, des infrastructures, des supporters, des partenaires, des supporters. Donc, absolument tout, c'est sur la mesure d'une saison. Donc, ici, il y a urgence. Et après, les travails de fond qu'on doit faire pour l'ACA, entreprise, structure, société, bah, c'est un travail qui nécessite et qui mérite un peu plus de temps. Donc, on est plus sur des temps moyen long. Donc, j'ai cette double nécessité d'aller très vite et très doucement à la fois. Et donc, c'est là que ça nécessite énormément d'engagement personnel, de temps. Donc, c'est une phase d'apprentissage fort. Merci beaucoup et à demain. Mais merci, à demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité, le président de la CAIH. Bonjour. Bonjour. Comment on passe du monde de l'environnement à celui du foot pro? Eh ben, il faut que quelqu'un vous propose de le faire et il faut que vous acceptiez. Il faut être un peu fou pour ça. Complètement. Ça aide. Ouais. Je pense que ce qui m'a permis de faire ce passage, c'est ma curiosité, des 1. Donc l'envie d'apprendre, connaître. Parce qu'en fait, j'arrive d'un point de vue professionnel, en termes environnemental, sur une certaine stabilité. Après, c'est un monde qui évolue très vite, donc il faut se mettre à jour tout le temps. Mais j'ai une certaine crédibilité, j'ai mon réseau, mon network, ça marche bien. Du coup, c'est cette curiosité de découvrir un monde qui est complètement différent, qui m'a toujours attiré. Je suis un supporter moi-même de foot, j'ai toujours regardé, j'ai toujours suivi. Donc pour moi, c'est une occasion assez... Il y a quelqu'un qui m'a dit, Daniele, c'est une occasion extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc je pense que ça va être une expérience de vie assez unique. Et donc que j'avais envie de goûter, d'essayer. Et dans mon envie de m'inscrire dans une vie insulaire, donc en Corse et Ajaccio particulièrement, j'ai envie aussi de pouvoir y dédier 100% de mon temps avec le corps et la tête ici sur l'île. Du coup, garder un boulot parisien avec une vie insulaire, ça aurait été pour moi beaucoup plus difficile en fait à m'intégrer correctement dans la vie de l'île. Et donc je pense qu'avec toutes ces considérations mises l'une à côté de l'autre, bah, du coup c'était une décision qui n'est pas évidente, parce que quand même c'est un défi de taille, mais c'est tout un tas de considérations qui m'ont aidé à prendre ces décisions dans cette direction-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à appréhender? Dans mes nouvelles fonctions, Oui. je ne saurais pas dire. En fait, il y a tellement de choses qui sont complètement nouvelles. En fait, je découvre des sujets qui sont complètement nouveaux pour moi. Donc, la relation, par exemple, ce que j'appelle politique, donc tout ce qui est la relation avec des tiers qui ont des intérêts dans les clubs, ça peut être les supporters, les ultras, avec qui je suis allé dialoguer, discuter. Donc, j'ai ouvert tout un dialogue qui pour moi est nécessaire. Mais du coup, j'impose un peu mon style. Je ne sais pas si c'est coutume de le faire. J'imagine que c'est coutume de le faire dans les équipes de foot, mais en vrai, je pense que j'impose un peu mon ouverture au dialogue. Également, je ne suis pas trop habitué à avoir des interfaces politiques. Donc, c'est quelque chose que je souhaite construire. Je pense que c'est essentiel dans la vie du club. Je ne suis pas encore réussi à le faire. Il faut que j'aille un œil sur tout ce qui est la vie de l'entreprise, donc les finances, les RH, l'évolution des projets, que ça se porte à un bon terme. Il faut que je soigne mes partenaires, qui du coup, c'est un peu mes clients, c'est ceux qui investissent dans les clubs, c'est ceux qui nous permettent de vivre et de survivre aujourd'hui. Donc, c'est une équipe de foot, il y a une multidimension au-delà du sportif. Vous avez bien remarqué, je n'ai pas nommé les sportifs. Parce qu'il y a une équipe en place qui est extrêmement forte, comme partout ailleurs. Mais les sportifs, je n'ai vraiment rien, ou très peu, à apporter. Donc, jamais vous me verrez donner mon avis sur tel joueur, tel recrutement, tel achat. Pour moi, c'est une philosophie du club qu'on doit porter avant.
c'est donc là, je suis plutôt dans une continuité. Donc, il y a une philosophie de club qui a été mise en place depuis quelques années maintenant. Il y a un centre de formation dans lequel on investit énormément. Donc, on a un projet identitaire, on a un projet insulaire, scolaire, donc avec le centre de formation, et social. Le foot reste un sport populaire. Donc, dans ces projets, je me reconnais. Et donc, ce que je peux faire, moi, c'est de essayer de mettre tous les acteurs qui aujourd'hui ont déjà réussi à faire leur travail en condition de faire encore mieux. Et donc, quel est le plus grand défi là-dedans? Je ne saurais pas dire. Mais en fait, je pense que l'ensemble de la complexité de tous les dossiers et la multitude de dossiers à la fois, tous ensemble, fait qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, exactement. Ouais. Être le meilleur chef d'orchestre possible, finalement. Je pense que c'est un peu mon rôle. Si j'arrive avec quelques idées un peu nouvelles, donc 2, 3, il ne faut pas non plus révolutionner, parce que on rappelle, hein, l'ACA existe depuis 30 ans parmi les pros, donc un peu moins parmi les pros, mais ça a été repris en 1991-92, et depuis, on a un temps, un niveau qu'on n'a plus jamais laissé. Donc mon objectif, c'est la pérennisation de ce qui a déjà été fait. Vous nous avez dit, je suis supporter de foot, à part de la CAIH, bien évidemment. Quel club supportez-vous? Donc la deuxième équipe, c'est l'Inter de Milan. Donc c'est mon équipe de quand j'étais petit. C'est mon oncle qui avait tricoté lui-même une écharpe et qui m'avait offert cette écharpe en don quand je suis né. Donc ça, c'était... Vous l'avez gardé? Oui, bien sûr. Ça, c'est mes couleurs de naissance. C'est votre doudou. C'est ça, ouais. Et puis, on va terminer sur le foot. Messi, 8e ballon d'or. J'ai vu. Difficile à commenter. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui se font aujourd'hui autour du ballon d'or. Il y a des joueurs comme Haaland qui ont beaucoup mérité cette année. Après, Messi a fait une carrière qui est particulière. Je pense que les ballons d'or, c'est aussi le mondial, donc la couronnation de sa carrière. Et après, je pense que des joueurs comme Mbappé, Haaland et d'autres qui sont en train d'émerger auront l'espace à partir de cette phase où il y a ces deux monstres sacrés de football comme Cristiano Ronaldo et Messi qui commencent à rentrer dans une deuxième phase de leur carrière un peu plus tranquille. Et après, s'ils vont venir passer la fin de leur jour à Ajaccio, on essaiera leur donner le bienvenu. C'est ce qu'on va vous souhaiter pour la suite? J'espère. Des signatures de ce type de contrat? Même si vous ne vous mêlez pas du sportif. Je pense que ça serait compliqué pour nous, mais rêver, ça coûte rien, mais c'est pas du tout je pense que c'est pas du tout l'objectif ni l'ambition. Merci beaucoup, merci Daniel d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On retrouvera cette émission en podcast audio et vidéo pour apprendre justement à mieux vous connaître. À bientôt. Merci à vous, très bonne soirée.